Ça, c'est les premiers. Ouais. Hein, Ouais. T'es la Jaromir Jagr de la TV. Ouais. Je m'appelle Tatiana Polavoy. En 2009, j'ai gagné VJ recherché à Musique Plus. En une nuit, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, Musique Plus n'est plus, mais ensemble, on va revivre dans la nostalgie les plus beaux moments de la chaîne avec certains des VJ les plus marquants de Musique Plus. Parce que Musique Plus, ça a marqué des générations, ça a changé la télé au Québec. Bienvenue dans les années Musique Plus. Paul Sarrazin, salut. Bonjour Tatiana. Bonjour. Denis Talbot, allô. Allô, content de te revoir. Je suis tellement contente de vous avoir avec moi les deux aujourd'hui. Je me sens choyée d'avoir pu vous réunir en personne, les deux. Vous êtes comme deux figures mythiques de Musique Plus à mes yeux. Wow. Paul, moi, je t'ai vu dans ma télé quand j'étais plus jeune. Puis Denis, je t'ai vu dans ma télé, mais on a travaillé ensemble une couple d'années. Je veux juste qu'on parle de vos époques respectives, puis qu'on rappelle les années, puis c'était les époques de quoi? Tu sais, fait que Paul, toi, t'es rentré en 1987. T'as passé 7 ans à Musique Plus. Oui. C'était l'époque de quoi? Qu'est-ce qui marchait? Qu'est-ce qui était hot en musique? C'était l'époque de Bon Jovi, c'était l'époque de Cyndi Lauper, c'était l'époque de Jerry Boulet aussi. Boy George. De Boy George, de Marjo, Oui. des bébés, Michel Rivard. Michel Rivard. Et voilà. Marie-Philippe, la chanteuse. Marie-Philippe, Marie-Carmen. Marie-Carmen. Les bébés. Tu l'as dit, les bébés? Il y avait du monde. Ouais. Ouais, c'était une très, très Toute belle une époque. époque. C'était une époque merveilleuse pour Musique Plus aussi. Là. C'était- Ouais. Puis dans ta vie aussi, ça a été ta vingtaine, dans le fond, Musique Tout à Plus. fait. On en reparlera précisément. Denis, toi, je pense que tu es l'animateur, le visage de Musique Plus qui est resté le plus longtemps en ondes. Combien de temps? 26 ans et 9 mois. Mais c'est drôle parce qu'au début, souviens-toi, j'étais là au tout début avec toi, Sonia. Il y avait Marc, comment il s'appelait? Marc Carpentier. Oui. Marc Puis Carpentier. il en manquait un. Benoît. Benoît Dufresne. Dufresne. On n'était même pas dans les vrais studios de Musique Plus à l'époque. On était dans le bureau de Pierre Parent, de l'autre côté sur Saint-Laurent, parmi les boîtes. Puis les costumes, t'en souviens-tu, il y avait un badaboum. Là. Vous n'aviez même pas de studio Non. quand vous êtes rentrés. C'est ça. Puis là, après ça, on est allé l'autre côté de la rue. Puis on était dans le studio où on a trouvé des noms comme le Rock Velours, Solid Rock. Il y avait Catherine Vachon aussi qui était là. Ça, c'était avant moi. C'est ça. J'ai fait Parce que toi, tu n'étais pas là à l'ouverture de la station, mais genre une couple de mois 4 après. mois après, oui. Ouais. 4 mois après. Et tu faisais des allers-retours Montréal-Toronto. Du Pourquoi? lundi au mercredi. À l'époque, donc, les studios de Musique Plus étaient des studios de pré-enregistrement et non de live. Ils attendaient leur licence. Ils étaient en demande auprès du CRTC. Et donc, on leur avait permis à ce moment-là d'utiliser les studios de Much Music après leur diffusion à eux. Donc, eux, ils faisaient de midi à 20 h, puis nous, on faisait de 20 h à minuit puis 4. Donc, c'était diffusé de 20 h à 4 h du matin, Musique Plus, pendant, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Fait que moi, je voyageais, il y a une voiture qui venait me chercher chez moi le lundi matin à 10 h. On m'amenait à l'aéroport, j'allais à Toronto, je descendais à un hôtel, puis j'allais travailler. Puis à l'époque, on était dirigé par Richard Monpetit, qui était à Toronto, qui avait une main de fer. Ça, c'était comme le coach des VJ. Oui, c'était un tough, mais moi, je l'en remercie beaucoup parce que il venait par-dessus notre épaule, puis il surveillait tout ce qu'on allait dire, puis il voulait tout savoir. Puis il nous a forgés parce que Musique Plus, c'est de l'étude, là. Oui, bien souvent, je trouve ça le fun que tu dises ça parce que souvent, on dit c'était une école, c'était fou, on faisait n'importe quoi. Pas vrai. Ah, c'est pas vrai, ça. Mais moi, j'ai pas connu ça non plus. Moi, Non. c'était quand même rigoureux. Je me faisais coacher quand je suis arrivée. J'avais pas d'expérience. Vous vous êtes senti encadré quand vous êtes arrivé là, Denis, toi? Moi, c'est Bill Saint-Georges qui était là. Bill Saint-Georges, c'est un gars qui était représentant de disques à l'époque, un grand connaisseur de tout ce qui se fait au côté québécois, côté musique. Puis moi, quand je suis arrivé là, c'est lui qui m'a pris sous son aile. Puis en jasant, « Hey, toi, si je te dis, je sais pas, Paul McCartney, c'est lequel? » Il sortait une photo. Tu sais, juste pour voir le niveau de connaissance. Même chose avec les Mirita Mitsuko, tout ça. Bon, fait que si... tu passais ce test-là en jasant de façon tout à fait anodine, ben, t'embarquais du bon bord. Là, fait que là, OK, on veut te faire les rock flash. Il y a des 3 minutes de nouvelles. Ça, mais ça a comme débordé un petit peu parce que ça s'est rendu quasiment une demi-heure à la fin, les rock flash. Et on faisait des nouvelles pareilles, mais ça partait dans toutes les directions. Mais toi, t'allongeais la durée de ton show.
Ouais, mais c'était pas voulu. Ça partait de même. T'sais. Fait que là, le monde disait OK, continue, c'est bon, t'as un bon philo. Il y avait, mettons, Days of Thunder, le jeu de. Pas le jeu, le film qui sort avec. Comment il s'appelle? Bon Jovi faisait la musique là-dedans. Oui, c'est ça. OK. Fait que là, avec Tom Cruise, ça, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, on avait des billets à donner. Au lieu de dire, OK, j'ai 3 paires de billets à donner, non, on va faire une course de caméras. Fait qu'on prenait 3 caméras, on mettait des casques de bicycle de moto, là, sur les viseurs. Puis 3, 2, 1, go, puis on avait une photo finish, tout le kit, c'est même qu'on donnait nos billets. Fait que ceux qui avaient voté pour le numéro 1, bon, il y avait une chance de gagner une paire de billets, je faisais un tirage après. C'était ça, là, tu sais, c'était s'amuser, rire. Puis à un moment donné, ils ont dit, bon, ça prendrait des rock flash plus sérieux un peu. Fait qu'ils ont demandé à Mike Gauthier de les faire. C'est ça qui est arrivé? Oui. Puis c'est-tu là que t'es allé faire Rocambolesque, le quiz? Ah, non, parallèlement, je faisais Rocambolesque, le quiz. Mais ça, écoute, on n'avait jamais fait le show du début à la fin. OK? Puis on tapait la journée même. La première fois que tu es allé en ondes avec le quiz, il n'y avait jamais eu... Tu sais, des fois en télé, on fait un pilote, c'est un essai, une émission qui ne sera pas diffusée. Non. Vous aviez... Ça c'était pas d'implant. Non, c'était préenregistré, c'était du live to tape qu'on appelle. Et puis on était au Studio Montréal, un magnifique studio, superbe, magnifique décor, vieille Cadillac, parce que M. Marchand entrait beaucoup sur les voitures d'époque, donc belle grosse voiture. Pierre Marchand qui est le boss à l'époque. Oui, et ça, il tripait là-dessus. Fait que c'était cool, bien beau. Fait qu'on fait le show, j'étais avec François Pérusse, on a du fun, on s'amuse, on rit, puis là, à un moment donné, il dit, les gars, ouais, on est rendu 1h15. Ouais, mais on n'est même pas à moitié du quiz de fait, tu sais. Fait que, écoute, les règlements étaient inventés au fur et à mesure que les événements se produisaient. Là, on entendait « Stop tape! OK, c'était bon, qu'est-ce que tu as dit? » Bien, la personne qui s'assoit sur son banc, la lumière allumée, c'est elle qui répond. Mais si les deux s'assoient, on choisit la lumière qui s'allume. Et si les deux lumières s'allument, parce que des fois, ça arrivait, on y va avec une question d'élimination. Fait que là, stop tape, prends ça en note. Parce que si jamais ça se reproduit, il faut que je refasse la même chose. Oh my God. Fait que c'était ça, tu sais. Écoute, c'est comme construire, tu sais, c'est une expression maintenant avec la pandémie qui a été consacrée, mais construire l'avion en plein vol. Il y avait quelque chose de sûrement ultra créatif, puis tu sais, qui donnait le goût d'aller travailler là-dedans. Mais des fois, est-ce que c'était, Paul, un peu insécurisant aussi? Mais les sources d'information étaient beaucoup moindres qu'aujourd'hui. Il y avait le Rolling Stones, il y avait le Spin, il y avait le USA Today, il y avait un fil de presse, mais bancal. Mm-hmm. Donc, on devait tout lire et on devait se répéter beaucoup parce que quand t'es 4 heures, t'as 20-25 présences et on représentait souvent les mêmes artistes. Donc, c'était un peu insécurisant de toujours amasser de l'information quand la banque d'information était relativement modeste. Oui. Mais, en tout cas, c'était à la fois insécurisant et à la fois grisant parce que on créait à la façon d'une radio communautaire le contenu de ce qui s'y passait, puis on le créait avec beaucoup d'intensité, de la spontanéité, de la naïveté, mais aussi beaucoup de professionnalisme. Et on avait, tu sais, moi, je me rappelle qu'il y a des journalistes du Devoir qui m'ont dit, à défaut de savoir lire et parler, M. Sarrazin a une belle chevelure, tu sais. Oui, donc, parce que tu avais les cheveux longs, c'est vrai qu'ils étaient beaux tes cheveux, là, on va pas se mentir, mais c'est pas vrai que tu avais juste tes cheveux, je veux dire. En fait, c'est que, tu sais, quand il y a des médias traditionnels qui sont bien installés à une place, puis qui arrive un petit nouveau dans la garde, ça dérange. Ouais. Et nous, puis je peux pas parler pour Denis, mais j'ai bien l'impression qu'il se sent comme ça, c'est qu'on a voulu mettre les bouchées doubles pour qu'on nous prenne au sérieux. Mm-hmm. Et après toutes ces années-là, on voit aujourd'hui à quel point on a fait notre travail. Écoute, tu parles de sources d'information. Moi, quand je suis allé voir Pierre Marchand, puis à l'époque, j'étais toujours à l'affût de ce qui s'en venait. J'avais hâte que l'Internet débarque. Puis tu vas voir ton boss, ça pognera pas, ça. Là, tu dis non, tu comprends pas. Tu avais dit l'Internet, ça pognera pas. Lui, il m'avait dit ça au début. Puis aujourd'hui, il le nie. Oui. Mais. Toi, tu t'en souviens. Il y a un truc qui coûtait 50 $ par mois. C'était CompuServe. Non seulement tu pouvais jouer à certains jeux, mais ça se passait tout en ligne. Mais j'avais une source de nouvelles incroyable. À tous les jours, je recevais des nouvelles. Tu dis, Pierre, paye-moi ça. Combien ça coûte? 50. Trop cher, oui, ça. Fait que, je le faisais pareil. Fait que j'arrivais avec des affaires. Parce que quand tu prends un magazine qui est sorti, une fois par mois, les nouvelles sont plus fraîches. Puis quand tout le monde a passé sa nouvelle, à un moment donné, qu'est-ce que tu dis? Fait que toi, c'était ton petit truc. Tu t'étais abonné à un genre de fil de presse en ligne. Ouais. Tu payais avec ton argent.
Puis là, tu avais des nouvelles. Des nouvelles, mais surtout des jeux, parce que j'avoue que c'est les jeux qui m'ont attiré le premier, mais il y avait quand même ce service de nouvelles-là. Mais avant que Musique Plus débarque, dans le milieu, on riait des gens de la radio. T'sais, ça le prend quelqu'un, un bouc émissaire aussi. Fait que c'est quoi a été souvent montré du doigt. C'est quand même t'sais. Puis là, quand Musique Plus est arrivé, c'était un nouveau joueur, des nouvelles faces, nouvelles patentes. Puis on dérangeait, là. Oui, ça dérangeait beaucoup. Parce que eux, pour faire une entrevue, il fallait qu'ils se déplacent avec le petit magnétophone, attendre dans les coulisses. Nous, l'après-midi, ils étaient venus. Tard, c'est ça. Ça dépensait les postes. C'est ça. Mais tu sais, c'est facile aujourd'hui d'avoir une vision claire de Musique Plus parce que ça n'existe plus. Voilà. C'est terminé, même s'il y a eu plusieurs époques. Mais au moment où toi, t'arrives, Paul, là, 87, 88, les premières années, comment on perçoit Musique Plus? Est-ce qu'on a l'impression que c'est la petite télé qui ne durera pas? Est-ce que vous faites peur aux gens? Nous, quand on est arrivé, on nous regardait avec un peu de hautain, un peu de mépris, un peu de hauteur. Et je me rappelle quand on allait, Denis, moi j'allais interviewer, je me rappelle, j'étais allé interviewer Pierre Richard, le grand comédien français, et les équipes des réseaux traditionnels étaient là, ils étaient 8, 10, 12, alors que nous, on était 2. Il y avait le caméraman, puis le VJ, puis on arrivait là, puis la substance était non seulement la même, mais souvent plus intéressante, parce qu'on n'était pas contraint à de vieilles écoles de pensée. Nous, on inventait la pensée, donc moi, j'avais lu la biographie, mais j'avais 23 ans, j'en avais pas 30 ou 40, et j'étais pas dans un engoncement médiatique desquels les autres souffraient. Alors, on riait un peu dans notre barbiche, vos premiers poils, oui. Parce qu'on savait qu'on était là pour rester, puis on savait qu'on avait notre raison d'être et qu'on avait un permis legit du CRTC. Puis on faisait notre ouvrage, tu sais. Alors... c'est toujours agréable de se faire reconnaître parmi les artistes, parce que la personne, le gars ou la fille qui est devant toi, puis qui voit toute la gang avec leur gros Kodak, 3 caméras, un soundman, un ci, un ça, un script, une coiffeuse, une maquilleuse. Toi, tu débarques, la casquette un peu croche. « Hey, come on here, I'll be back. » Puis là, tu sais, il vient de voir. C'est ça qui arrivait, les artistes vous aimaient. Ben, on était dans la gang. Avec qui vous tissiez des liens? Tu sais, Denis, là, au début, tu sais, je veux dire, on te connaît beaucoup. Bon, le Monsieur Net, on va en parler. Puis les aventures du Grand Talbot. Mais tu faisais ce qu'on appelle des chiffres de VJ. Tu présentais des clips, tu faisais des entrevues. Avec quel artiste tu tissé des liens comme ça? Robert Charlebois et moi, on est devenus bien bodés. Ah ouais? Jérôme, son fils, passait à l'Halloween alors qu'il était plus jeune, c'est sûr. Il dit, Denis, as-tu des enfants? Non, j'en ai pas. Viens dans mon bout à Outremont, on va passer à l'Halloween ensemble. Je peux te ramener un Kodak. Amène le Kodak. Puis à tous les fois qu'il venait à Musique Plus, je peux-tu me faire interviewer par Talbot? Fait que il te demandait. Ça, c'était le fun. Marie-Philippe, la chanteuse, moi, je la trouvais tellement belle. Elle était encore belle. Puis, à un moment donné, on devient chum. C'est toi qui fais l'artiste du mois, Denis, avec qui? Marie-Philippe. Ah, mon Dieu. Ah, bon. On va faire du karaté ensemble, dans son école de karaté. Moi, j'étais un petit peu nono. Fait que je commence à faire du karaté. Puis le sensei aimait pas ma présence, là. Il était sérieux, lui, là. Le sensei n'était pas content. Il n'était pas content. Fait que là, il fait des stepettes devant moi, je pogne les bras, je commence à danser avec. Il me fait pouf sur le nez. Là, je suis tombé sur le derrière. Je dis, je connais pas, c'est pas là. Moi, j'ai les yeux pleins d'eau. Tu sais. Il dit, si, on ne niaise pas. Marie-Philippe a dit, l'écran, t'es-tu correct? Je dis, il m'a donné un coup de poing sur le nez. Quel bon moment de TV, par exemple. C'était super drôle. Mais, tu sais, elle essaie de le raconter pendant l'émission en direct, elle n'était pas capable, elle riait. Elle était crampée. Elle dit, là, lui. Mais tu sais, c'est ça aussi qui faisait que quand on regardait Musique Plus, on tripait. Moi, j'avais l'impression que vous aimiez les artistes puis que les artistes vous aimaient aussi, tu sais. Oui, moi, j'ai rencontré Sean Phillips. Donc, Sean Phillips, de qui j'avais écouté la fameuse chanson dont le titre est interminable, mais Woman of the Night. Puis là, ben, on connecte. Alors, ça marche, là. Puis là, sa blonde était montréalaise. Alors, il me dit... what do you think about me? Do you have a room at home? Il est venu rester chez nous. Ben non! Fait que Sean Phillips est venu rester chez nous. Et puis moi, tu sais, des fois, tu t'attends à quelque chose. Puis Denis le sait, des fois, tu t'attends à quelque chose d'un artiste que tu vas rencontrer. Puis c'est pas tout à fait
T'es déçu. Ce que tu vas rencontrer, tu sais. Et donc, Sean Phillips vient rester chez moi, tu sais. Puis moi, je m'attends vraiment à un gars très grano, tout ça. Mais il était très... Fait que j'ai abouti les bottes de cowboy sur la table avec un dinner craft qu'il a laissé traîner sur le poêle la première journée. Aïe. Fait que j'ai fait comme, OK, je rencontre quelqu'un de différent, tu sais. Mais il y avait... une proximité dans la façon dont on opérait les choses qui permettait de s'approcher des artistes. Il est devenu un régulier, lui. Il débarquait quand il voulait. T'en souviens-tu? Il débarquait. À un moment donné, il était devenu pompier volontaire. Oui, à Montréal. Mon Dieu! Le soleil est à nos portes, puis il sonne pour rentrer. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? C'est merveilleux. Ça sent le printemps. J'ai hâte qu'ils voient le show. Je peux-tu comme m'installer sur le divan chez vous? Bienvenue à Survivor Québec! Le public est pas prêt à ça. Je viens vers toi et vers toi, pas toi. On en apprend quand même un peu dans ce show-là. Je te souhaite un fabuleux printemps. Vous voulez pas manquer ça. Le printemps, c'est beau sur nous. Puis tu sais, je me rappelle, tu sais, il y a certains gens dont on se rappelle, dont Brian May, à un moment donné, que je vais rencontrer au Métropolis après que M. Mercury soit décédé, qui était là avec son groupe. Puis il m'accueille, tu sais, il fait noir, je rentre, il est 2 heures d'après-midi, puis j'entends « Hey, Paul! » Puis là, je m'approche, c'est Brian May qui est en train de me crier, qui me disait « Hey, je t'ai écouté à la télé, puis c'est donc bien trippant. » Puis là, il se met à me parler, puis il se met à me demander des questions. Puis à un moment donné, je dis « Excuse me, est-ce qu'on pourrait parler de toi? » Oui, on peut-tu faire On l'entrevue? peut-tu faire... Oui. Puis il m'avait invité en arrière. Mais il y avait ce genre d'attachement affectif qu'on créait, tu sais, avec les artistes. Puis on était la première plateforme à accueillir du monde entier. Tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai vécu ce moment-là avec Phil Collins. Tu sais, Collins, il vient d'avoir un bébé. Ça fait que son fils, aujourd'hui, il est en tournée avec lui. Ça fait drôle. Puis, on est à Toronto et toujours un peu insécurisant. T'attends. Il y a un line-up de plein de journalistes. Et puis là, moi, je suis le dernier de la liste. Fait que j'attends. Il est rendu 5h30, 6h. Fait que là, je vois arriver l'attaché de presse qui me dit, j'ai peur qu'elle me dise, non, écoute, tu pourras pas, tu n'auras pas le temps. Non, OK, Mr. Collins va t'accueillir. Va dans la chambre. God, là, il était avec son accent. Those are shitty days. Oh, il s'ouvrait à toi. Tu sais, t'étais plus l'entrevue. This guy, même pas écouté mon album, puis il vient me dire comment je joue du drum. T'as-tu faim? J'ai dit, je suis là depuis 9h le matin. Oui, j'ai faim. J'ai faim. Stay here. Il va au bar. Sandwich au saumon, quelque chose. Salmon? OK. 2 sandwichs. Beer? 2 bières. Là, son bébé et sa femme sont là dans la suite avec le kit. Là, il dit I want to show you something. Là, il sort le petit bébé. Look at that. Don't film that. Don't film that. Avec mais il t'a montré à toi. Phil Collins t'a montré son bébé à toi. Là, on a fait l'entrevue. Puis là, j'ai dit écoute, it's late for you, it's late for me also. Et là, il dit you have time for one more question. Puis là, il écoutait ta question, jase avec. C'était ça, c'était le fun. J'aurais aimé ça le revoir, ce gars-là. C'est pas tous les jours que tu revois Phil Collins. C'est pas tous les jours non plus, Paul, qu'on t'envoie 3 semaines après ton embauche à Chicago pour rencontrer Bon Jovi. Es-tu devenu proche? Non, vraiment pas. C'était plus le fait de rencontrer une star rock de cette envergure-là qui était pour moi bouleversant que la rencontre elle-même, parce que Bon Jovi était très fatigué, je crois. Alors j'étais avec 2 gagnantes qui ont rencontré Bon Jovi, tout ça, mais reste que il faisait un aréna ou 2 jours, tu sais, puis il pactait, le monde entier était à acheter cet album-là. Et le fait d'avoir hérité de ce rôle-là, pour moi, c'est que je me pinçais littéralement. Je comprends. Je me pinçais le poignet en train de l'interviewer en me disant, j'arrive d'Arvida, puis là, je suis en train d'interviewer Bon Jovi. Alors, tabarouette, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Des fois, c'était ça. C'était comme au-delà du contenu de la rencontre, c'était l'idée de rencontrer la personne qui était plus... Qui vous avez impressionné? Tu sais, Denis, qui t'a fait comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que je rencontre cet artiste-là? Joe Cocker. T'as rencontré Joe Cocker. Joe Cocker dans une drôle de situation. Il est en spectacle sur la scène flottante de la Ronde. OK. Moi, mon job cet été-là, c'est de faire le VJ, mais aussi de me promener avec des gagnants pour assister à tous les spectacles du Grand Montréal.
Donc, il y a 2 gagnants qui, par show qui embarquent dans une grande limo, puis on va les chercher, on va manger un hot dog chez Lafleur, puis après ça, on va voir le show, puis on a du fun. On arrive à la ronde, c'est le meet and greet, la place où on rencontre justement les artistes avant leur spectacle. Souvent, c'est après, mais lui, il préférait avant parce qu'il commençait à être vieux, il allait se coucher probablement. Je ne sais pas. Fait que là, à un moment donné, on attend. Fait que j'entends psst, psst. Là, je me reviens d'abord. L'espèce de petite cabane qui sert de loge. Ouais. La porte s'ouvre, puis il dit « Come here! » C'est Joe Cocker qui m'appelle avec son accent anglais. Je dis « Yeah, can I help you? Yeah. I'm fucking scared of spiders. » Il avait peur des araignées. Puis il y avait des grosses araignées, tu sais, les grosses avec le gros sac en arrière, qui étaient dans la porte. Puis il fermait la porte. Il y avait la chienne des araignées. Il dit, tu peux-tu les enlever, man? Je sortirai pas. Je suis pas capable. J'ai peur. J'ai pris, il y avait un programme. J'ai pris le programme. J'ai enlevé les araignées. Il dit, don't kill them. Tu les pas. Non. Je vais juste les enlever. Puis il y en avait, là. Fait que c'est sur le bord de l'eau. C'est sûr qu'il y a des araignées, tu sais. Donc, je réussis à enlever ça. Il ouvre la porte. Il me sauve dans les bras. You're my savior, man. What's your name? I'm Denis. Oh, you're the guy I'm supposed to meet. Je dis, oui, t'es supposé. Ils sont où? Mais là, d'une générosité super fin. Va voir les gagnants. Là, tu sais, dans le temps, c'était des Kodak. Il n'y avait pas encore les selfies. Là, tu sais. Ils prenaient des photos, toute la quête, 2-3 photos. Ouais, puis ils s'intéressaient aux gens. Hey, le gars, il était tellement nerveux, l'invité, le gagnant, la petite babine qui shakeait. Hey, non, it's okay. What's your favorite album? Tu sais, qu'est-ce que t'aimes? Can I... Hey, give me a poster. On va chercher un poster. C'est lui qui calait les shots, tu sais, pour donner les cadeaux à ces gens-là. Ça a été un des meilleurs shows qu'on a vu. Puis pendant sa toune, Unchain My Heart, la fille avait dit que c'était la toune qu'elle avait joué à son mariage. Fait qu'il dit « This is for you ». On était assis dans la première rangée. Fait que là, il s'en était souvenu. Ben oui. Y avait-tu comme une forme de compétition à savoir quel VJ allait interviewer quelle grosse vedette? Comment ça se passait? Comment on décidait? Nous autres, on décidait pas. On décidait pas, on nous confiait. C'est sûr que la Sonia est la grande bonze des entrevues à Musique Plus. Sonia Benezra. Oui, Sonia Benezra, c'est elle qui a interviewé le plus de gens de par le monde. Elle était comme très douée pour ça, puis elle était très douée pour traduire en direct aussi. Oui. Puis c'est un rôle qui lui est revenu naturellement. Oui, c'était normal. Mais faire une entrevue, c'est toute une responsabilité. Puis, il faut faire ça. Ben, t'en sais quelque chose, tu fais de la recherche, tu travailles fort avant d'accueillir les gens. Mais moi, je me faisais un devoir de vraiment beaucoup étudier avant de rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu te surpréparais pour compenser ta jeunesse ou le fait que tu étais... Souvent, on fait ça. Fort possiblement, j'ai surpréparé, mais la surpréparation me permettait, la plupart du temps, de sortir de la trajectoire que je m'étais fixée, puis d'aller ailleurs complètement, puisque j'avais en masse de substances sur laquelle réatterrir s'il y a quelque chose qui se produisait. Donc, mais c'est bien d'être bien préparé. Mais tu sais, il peut se passer n'importe quoi des entrevues, tu le sais. Oui. Je me souviens d'un moment avec Claude Rajotte, qui avait 2 Anglais qui étaient là, qui étaient sur le party, puis ils ont décidé de baisser leurs pantalons. Là. Ben oui, ça fait partie des moments. Puis j'invite tout le monde à aller voir ça, des extraits sur Internet, là, quand tu cherches les pires moments de Musique Plus. C'est ça. Le premier sur lequel tu tombes, c'est le gars qui baisse. On sait plus c'est qui. Mais... On n'a aucune idée, mais on se souvient qui a baissé c'est qui là. C'est ça. Mais ça te permet d'être toujours aux aguets, puis de devenir bon en impro aussi, parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Oui, tu peux même recevoir un coup de poing d'en face. Dans la gorge, en fait. Dans la gorge? Puis on s'est fait bouder les deux par des artistes différents. Oui. Tu t'es fait bouder beaucoup par quelqu'un à qui tu as posé une question. Blind Melon. C'est Blind Melon. Oui, Blind Melon. C'est toute une histoire. Le gars, visiblement, avait un problème de drogue. D'ailleurs, il est décédé deux semaines après avoir uriné sur du monde pendant un spectacle. Faut que tu... à soir, on va changer le show, on va pisser sur du monde. C'est OK. Mais non, ça avait mal fini, cette affaire-là. Il y avait la gang de Musique Plus contre la gang de ce monsieur-là qui était... Il pensait, quand je parlais en français, que je riais de lui. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? T'étais-tu trompé de nom? Oui, à un moment donné, c'est que... des fois, tu te trompes. Quand je me suis trompé. Puis il y avait une chemise, puis j'ai dit le nom qu'il y avait chez la chemise. Puis Shannon, je sais c'est qui, tu sais. Puis là, en regardant son truc, je l'ai appelé Sean. Oui, puis tu sais, on se souvient que là, il fallait que tu traduises, t'es en direct. Puis j'avais fait rentrer du monde, en plus, tu sais, j'avais fait rentrer du monde. Puis là, il disait « Hey, là, j'ai ri de moi, vous me le dites. » Là, tu sais, il fait sa tourne. J'ai dit « Calme-toi. » Non, j'ai dit « Hey, listen, I respect you. » Moi, je te respecte pas.
Fait qu'à la fin de l'entrevue, il décide de m'en swinger un dans la gorge. Puis il a fait un show avec un black eye ce soir-là. C'est plate, là, mais... C'est parce que toi, tu t'es défendu? Ouais. Parce qu'il y a une partie de votre chicane qu'on voit en ondes. Oui, mais ça a été coupé. C'est à la fin, il est devenu hyper agressif. Le drummer a essayé de pogner un pied de micro et frapper. C'est le Sandman, à l'époque, qui a évité ça. C'est devenu fou en une seconde. Voyons donc. Puis toi, tu te sens comment quand ça arrive, là? Tu devais être dans tes shorts un peu? On a voulu me faire renvoyer de la station. Puis heureusement, il y avait les caméras qui roulaient quand même, les caméras de sécurité aussi. Puis Pierre Marchand a bien vu que j'avais rien fait. Puis c'est lui que tu vois, je suis en train de dire, je suis en train de parler avec la régisseur. Puis bang, je mange ça dans la gorge. Oh. Hey, ça n'a pas de sens. Ça, tu dis, bon, OK, voyons, c'est quoi son problème à lui? Mais visiblement, c'était un problème lié à la consommation excessive de drogue. Là. Paranoïa totale. Oui. Paul, tu dis que tu t'es fait bouder par des artistes. C'était qui? Par deux, le chanteur de Suicidal Tendencies qui répondait oui ou non, qui me regardait dans le front. Il me regardait comme ça. C'est vraiment épeurant. Puis il répondait oui ou non. Donc, j'ai pédalé comme un fou pendant 20 minutes. C'est long, ça. Il n'y a rien de pire quand tu fais une entrevue. C'est épouvantable. Puis, tu sais, dans le fond, on est là pour les aider, les artistes, tu sais, quand on est là. Mais bon, c'était sa nature. Tu sais, il venait des rues de Los Angeles. C'était un vrai tough. Son cou était gros comme mon tronc. Donc, tu sais, c'était vraiment un bœuf, là, tu sais. Mais celui qui m'a boudé le plus, mais c'était une game, c'est notre ami de Kiss, Gene Simmons, parce que quand il est arrivé au Canada à l'époque, il n'était pas populaire, Kiss, à l'époque. C'était leur pire moment. Donc, il y a un fan qui l'a rencontré dans un couloir en lui disant, écoute, Much Music, il vous joue une journée avant que vous arriviez, il vous joue la journée que vous êtes là, puis 2 jours après, puis après, il vous joue plus. Ouais. Alors, j'étais la première entité de la compagnie Chum Limited à rencontrer Gene Simmons. Fait qu'il a passé par moi pour bouder le processus politique. Merci à cette personne qui lui a dit ça avant l'entrevue. Oui, mais 2 ans après, il est revenu à Musique Plus, puis il m'a dit, écoute, c'est rien contre toi, c'était politique, puis bon, il fallait que je vous fasse chier un peu, tu sais, puis après ça, j'ai fait faire une tournée de Musique Plus, et il est baveux, là, mais baveux. Il regardait le disque de Marjo, oh, 100,000! Ouh! Wow. Beaucoup d'albums vendus, 100 000, puis il a regardé. Comme, tu sais, il était. Mais c'est un jeu. Puis j'ai connu des gens qui le connaissaient très bien, puis qui étaient un bon père de famille. Fallait jouer un petit peu avec les artistes. Il y avait quelque chose du rapport de séduction. Là, Gene Simmons s'est élevé pendant l'entrevue. C'est pas Stanley qui l'avait. Il avait foutu le camp complètement. La première entrevue, donc, j'avais commencé à lui poser des questions. Puis il y a une jeune dame qui est arrivée dans la porte, qui a dit Gene, come here, please. Puis Gene dit oh my dear. Okay. Puis il a enlevé son micro, puis il est parti. Puis il a fait le bad cop. Puis après ça, il m'a envoyé Paul Stanley, qui était tout à fait courtois, puis gentil. Donc c'était un peu un. Mais c'est lui qui a eu l'air niaiseux. Ben, c'est son personnage aussi. C'est lui le rebelle. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Mais tu sais, tu dis, Paul, les artistes, des fois, étaient un peu baveux. Mais je pense que peut-être vous aussi, vous étiez un peu baveux. Tu sais, Denis, là, est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu croyais que tu étais toi aussi une vedette du rock? Est-ce que tu vivais cette vie-là un peu? Non, pas vraiment. Je pense pas. À moins que tu veuilles me ramener quelque chose. Non, mais tu sais, est-ce que toi, tu... en rentrant, c'est sûr t'emmenais large, là. Ah, ben c'est sûr. Quand tu rentres, là, tu vas dans la rue Saint-Laurent, tu payes pas tes drinks, tout le monde te dit bonjour, allô. Là, tu y crois, tu sais. Jusqu'à temps que quelqu'un te ramène à l'ordre, te dit « Hey, TQ, assieds-toi dessus ». Ça a été ma job de faire ça aussi au nouveau VJ qui rentrait. Parce que moi, je l'ai vécu. Tu l'as fait avec moi. Ouais, been there, done that, got the T-shirt and the tattoo. Mais c'est parce que c'est une nouvelle gloire que tu y goûtes, tu dis « Ah, c'est le fun ». Puis t'es jeune, t'es innocent. Je m'inclus là-dedans. Bienvenue à Survivor Québec! Les joueurs devront s'éliminer jusqu'à la finale avec le grand prix de 100 000 $. Survivor Québec, lundi au jeudi, 19h et dimanche, 20h, sur Nouveau. Une présentation de Bell et Desjardins Assurance. On est en 2022 puis tout ça, mais est-ce que ça vous aidait à pogner avec les filles d'être DJ à Musique Plus? C'est sûr. Si tu dis non, je te crois pas. Moi j'ai toujours été très timide avec les filles. J'ai aucune confiance en moi avec les filles. Tout jeune, à l'école, tout ça. Toutes mes chums avaient des blondes. Moi, j'étais comme... Tu
sais, j'avais un problème, là, Freud pourrait nous en dire plus long, psychanalytique, je sais pas quoi. Quand je suis arrivé à Musique Plus, c'est sûr que les filles me parlaient, puis tout ça, mais je comprenais pas. Éventuellement, j'ai saisi, OK, j'étais à la TV, j'ai ce rôle-là, donc on me parle. T'sais. Mais même là, dans ma tête, j'avais tellement ça ancré en moi que je me disais, ouais, mais c'est pas à cause de moi, c'est parce que j'étais à la télé. Tu y croyais pas? Non. Parce que vous étiez des grosses vedettes, là. Je veux dire, nous, on vous regardait, puis c'était big. Mais c'est une époque où la proximité avec les artistes était vraiment là. Puis nous, donc, si je rencontrais une grande vedette, toi, tu la rencontrais par mon entraîneur. Oui, les vedettes se promenaient dans la station, puis là, tu faisais un café à côté. C'est ça, tu sais. Puis, à un moment donné, tu rencontrais quelqu'un, puis là, tu voyais que, bien fine, ce fille-là. Là, tu sais, à un moment donné, là, ça arrivait dans la question. Moi, j'aimerais ça travailler là aussi. Tu sais, là, tu dis, OK, OK. Puis là, je sais que je comprends la game un peu plus. Mais ça prend quelqu'un qui te dise, hey. Qui t'a remis à ta place? C'est ça. Qui t'a remis à ta place, Denis? Ma mère. Comment? Elle me l'a dit, là, tu vas te calmer-toi, le gros, là. Tu sais, c'est tout du fake, ce que tu vis, là. C'est pas vrai, là. Quand tu n'auras plus de job, là, tu vas voir, ça va tout tomber. Mais, tu sais, c'est ça qui c'est le rêve qu'on nous vend aussi, tu sais. Puis t'embarques dans le game, parce que c'est facile. Tu vas dans les restos, non, c'est correct. Non, c'est beau. C'est quelque chose de très important dans ce que tu dis là. Puis moi, je pense que, en tout cas, pour ce que j'en ai ressenti, l'important, c'est que quand je rencontrais des gens non célèbres, qui était, moi, mon expérience la plus intéressante dans toute la trajectoire Musique Plus, c'est que dans tes yeux, ils se voient. T'sais. Donc, tu deviens un genre de paratonnerre de retransmettre sa valeur à quelqu'un. Moi, j'ai beaucoup écouté les gens parce que parler de moi, ça avait quel intérêt, tu sais? Je pouvais leur dire 2 minutes, mais je ramenais... Puis, et toi, qu'est-ce que tu fais? Les gens restaient toujours surpris. Mais excuse-moi, tu l'as fait ici quand t'es arrivé avant qu'on commence à enregistrer. T'as fait exactement ça. Ben, c'est ça, tu sais, parce que dans le fond, je veux dire, on est là un peu pour... On a une responsabilité à l'égard des gens, je trouve, puis c'est important que les gens se sentent bien, pas que nous, on soit mis sur un piédestal. Mais c'est ça. Moi, quand j'allais faire les aventures, j'arrivais à quelque part, puis les gens, c'était pas... T'as pas gêné de me parler, tu sais. Ouais. Il y avait cette proximité-là. Puis quand le but des aventures, c'était de découvrir ce que le monde faisait comme job, puis m'intéresser à eux, de faire inviter... Tu sais, tu vas au Saguenay, la madame qui est là pour regarder la parade de la duchesse, là, l'hiver, toute la kit, qui dit « Viens-t'en, tu soupes chez nous à soir. » Je dis « Tabarouette, OK, je vais y aller. » Mais là, c'est pas moi, ils me parlent d'eux, puis d'elle. Paul, tu parles du fait que tu aimais mettre la lumière sur les gens, retransmettre les valeurs des artistes au public, mais tu aimais aussi faire découvrir de la nouvelle musique, puis toi, tu avais l'image... Puis je suis curieuse de savoir à quel point tu l'endossais. Tu étais le gars du rock. Oui. Tu avais les cheveux longs comme les hair bands. Est-ce que cette image-là était naturelle pour toi? Est-ce qu'on te l'a prêtée? C'est un peu des deux. C'est-à-dire que moi, avant d'arriver à Musique Plus, j'ai adoré Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Black Sabbath. J'ai été un très, très grand fan de rock. Mais j'ai toujours aimé toutes les musiques disco, jazz et compagnie. Donc, je n'écoutais pas que du rock. Mais je suis arrivé à un moment propice de l'histoire rock où il n'y avait jamais eu de plateforme, jamais eu de présentation. Donc, j'ai bénéficié d'un momentum absolument foudroyant. Je rencontre encore 3 fois par semaine des gens qui me disent qu'ils ont 14 VHS de Solid Rock empilés chez eux. C'était ton émission, Solid Rock. C'était mon émission. Là, Puis c'était passionnant. Puis j'ai accueilli beaucoup de jeunes artistes québécois, des groupes, Lankmar, Voivod est venu faire des visites chez nous, Groovy Aardvark, Grimmskunk et compagnie, Sword. Et moi, j'ai toujours plus aimé écouter que parler parce que j'apprenais plus de choses. Donc, de transmettre la parole à des gens, c'était un peu la façon dont je m'y prenais pour faire des entrevues, puis rencontrer des gens. J'ai l'impression que Musique Plus a comme eu un rôle important dans la découvrabilité de cette culture. J'adore ce mot-là. Quand je suis arrivé pour faire mon audition à Musique Plus, Pierre Marchand, le grand patron, m'a dit « Qu'est-ce que tu penses de la musique québécoise? » Puis je lui ai dit
d'instinct, je ne sais pas pourquoi, mais que je pense que ça s'en venait à nouveau. Il a fait comme « Ah ouais? » Parce que lui, il savait ça. Il avait le profonde conviction que Musique Plus allait réémerger avec la musique. La musique québécoise allait réémerger. Donc, il y avait eu les harmoniums de ce monde dans les années 70 qui avaient été énormes. Et là, depuis ce temps-là, c'était la mort. Et là, soudainement, des artistes comme Paul Piché, puis Marie-Carmen, puis les bébés, puis tout ça arrive avec une vidéo. Je me rappelle d'avoir vu Mitsou à 16 ans rentrer à Musique Plus, dire « Écoutez-moi bien tout le monde, là. » Puis personne ne la connaissait, là. « C'est moi la prochaine star du Québec, ça s'en vient. » On était tous ri dans notre barbe, mais 6 mois après, c'était la star au Québec. Alors... La toute première entrevue qu'elle a faite, là, elle est arrivée avec son boléro, le petit top noir. Puis c'est la première entrevue. Elle m'a dit, là, parle-moi pas de Gélina, mon grand-père, c'est moi, là. Tu parles-moi de moi. Première entrevue qu'elle faisait de sa vie à la TV. Elle n'avait jamais fait d'entrevue avec sa première. Fait qu'elle savait exactement ce que ça en allait, Mitsou. Oui, puis c'était des artistes qui savaient utiliser l'art du vidéoclip, qui était nouveau aussi. À ce moment-là, il y a comme une façon d'écumer les artistes. Ceux qui étaient capables de faire des clips étaient comme admis dans le temple Musique Plus aussi. Il y avait aussi une équité. C'est-à-dire qu'on ne privilégiait pas les artistes québécois au profit des artistes internationaux où on n'avait pas pitié du marché québécois. Non. Ils étaient au même niveau que Motley Crue ou au même niveau que Michael Jackson. Il y avait leur place dans la plateforme de façon équitable. C'était horizontal, Musique Plus. C'était pas vertical. Ouais. Donc, les artistes québécois étaient reconnus pour leur talent musical et vidéographique aussi. Ça a donné des moments superbes. Entre autres, faire entrer un piano à queue pour Jerry Boulet, qui fait une prestation en direct lors des... Comment ça s'appelait l'émission déjà? En ligne? Non, c'est ça en ligne? Oui, c'est en ligne, je pense, où on accueillait des artistes. Oui. Et écoute, on a eu tellement d'émissions. Et là, il vit ses derniers moments et il le sait. Et ça, c'est juste avant sa mort, dans le fond. C'est juste avant sa mort. Je l'ai interviewé cette fois-là. Ah, ouais. J'étais avec lui au piano, puis il joue. Puis là, il est chétif, puis fatigué, puis fragile. Puis il chante, pour une dernière fois, je pense. Pour une dernière fois, ouais. C'est sa dernière prestation qui était à la télévision. Mais on a eu des moments comme ça. Les frissons, j'en parle, j'ai les poils qui lèvent sur le bas. Là, et il y avait tellement de légèreté dans la structure que ça permettait la spontanéité, chose auxquelles personne n'avait accès avant. L'infrastructure était trop lourde. Tu pouvais pas venir t'asseoir et vivre quelque chose. Bang! Ça se faisait pas. Et nous, c'était ça. On vivait quelque chose. Vous pouviez changer le décor à dernière minute, vous pouviez sortir dehors, puis vous l'avez fait, là. Denis, je sais même pas si tu as des stats. Mettons qu'on exclut Monsieur Net, là, qui était dans un studio, dans le coin du studio de Musique Plus. Ta vie à Musique Plus, à part à Monsieur Net, tu l'as passé, j'ai l'impression, plus dans la rue que dedans. Oui. J'allais dans le parc souvent. Ce parc-là est un parc qui devrait être renommé, d'ailleurs, parce qu'on a vu des choses dans ce parc-là. Tu sais, un jour, je me promène avec maman. On est sur la rue Sainte-Catherine, dans ce coin-là, pas loin de Saint-Laurent. Et puis, je marche, et puis les prostituées sont sur le coin de la rue qui disent « Allô, Denis! » Fait que ma mère a dit « Quoi? » Non, parce que c'était nos régulières, on les voyait, tu sais, ils faisaient partie de notre voisinage. Parce que, tu sais, mettons, là, t'allais faire un chiffre de VJ dehors, tu sortais, là, tu tirais ton fil, parce que tout ça, c'était avec un fil. Tu t'installais, puis pendant qu'il y avait des clips qui roulaient ou que la pause roulait, fait que c'est des 3, 4, 5, 6 minutes, tu jases avec ton entourage, là. Tu fais un avec ton décor. On devient des amis de nos voisins qui, eux, c'est des voisins éphémères. Puis je vous laisse deviner aussi ce qui s'est passé dans le coin Vox Pop. Il s'en est passé des vertes et des pas mûres. Ça, je veux qu'on en parle. Le Vox Pop, mettons, là, les gens qui n'ont pas connu ça, c'était... Ça n'a pas de bon sens quand tu repenses. C'est une cabine fermée sur Sainte-Catherine où le monde rentrait, puis tu pouvais faire une demande spéciale, dire allô à ta chum. J'imagine qu'il y a eu des demandes en mariage, des French. Vous deviez en voir des vertes puis des pommures. On avait des sessions de regard. On regardait les visionnements. Les visionnements. Parce qu'il y en a il y en a plein qu'on ne pouvait pas présenter. Là. Pourquoi les gens étaient trop intoxiqués? C'est trop... C'était d'une vulgarité, d'un... Écoute, non, ça se raconte même pas, là. Dans les parties de Noël, on a eu du plaisir à rire et à regarder ça. Bonjour, mon nom c'est Manon, puis ça c'est mes... Mais il y avait des fois du monde qui était en détresse. Oui. Denis, toi, tu as eu une rencontre particulière dans le Vox Pop.
J'ai été porte-parole d'un événement qui s'appelle Intégration Jeunesse, qui aide les gens qui se cherchent d'ouvrage, des gens d'autres communautés, des gens, des nouveaux arrivants, là, même des gens qui sont au Québec, mais qui décident de reprendre leur vie en main. Un jour, donc, dans ces soirées-là où on ramasse 150 000 $, c'est ma job de ramasser de l'argent, puis on donne ça à cet organisme-là. Donc, un jour, il y a un témoignage, parce qu'il y avait toujours des témoignages. Arrive cet homme qui est assis dans le fond de la scène, je le vois encore, dans le fond, qui est très nerveux, grand monsieur, bien baraqué, chauve. Il a un iPad dans les mains, puis là, il s'en vient, puis là, il se rend compte avec l'iPad qu'il a perdu son speech. Puis il est quasiment monté ça. Hey, Louise! Là, ça fait pas longtemps, ça, s'il y avait des iPads. Là. Non, ça, il y a 2-3 ans. Okay. Fait qu'il monte sur la scène, et puis là, j'ai dit, écoute, mon rôle, c'est de maître de cérémonie. Je fais, c'est pas grave, regarde, on va jaser, toi et deux. Donne-moi ça. Là, il est main moite, il transpire, il a chaud. Fait que là, je commence à parler avec lui. J'ai dit, bon, parle-moi un peu de toi, puis on se connaît. J'ai dit, ah oui, mais je te replace pas. Tu sais, t'en souviens-tu dans le guichet de Vox Pop, le gars qui a fait une overdose, puis que tu y as tenu la main, puis que ben, il dit, c'est moi. Oh, mon Dieu. Et c'est bon. Moi, je l'avais pas revu, ce gars-là. J'en parle, puis j'étais un peu ému. J'avais pas eu de nouvelles. Je pensais qu'il était mort. Oh. Tu l'avais vu? T'étais à la job? Je sortais de travailler. Puis je passe devant le guichet, je vois des pieds qui sortent. Je dis, voyons là, puis le gars, il est à terre, puis ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Puis je vois que la manche est relevée. L'aiguille est encore dans le bras, puis c'était une overdose. C'était fini. Fait que moi, je sais pas quoi faire. J'avais mes premiers téléphones cellulaires, les flips. Ça fait plus que 2 ans. Il y avait un iPad. Fait que c'est les premières années du iPad. Je sais plus, j'ai pas la date exacte. Fait que finalement, les secours arrivent, le 911, ils partent avec, l'ambulance, puis tout. J'ai pas de nouvelles. T'as jamais eu de nouvelles? Jamais eu de nouvelles. Puis je l'ai revu là. Fait que ça a fait comme un moment assez émouvant. Puis il m'a présenté sa fille. Puis sa nouvelle femme, il s'était trouvé un job, puis toute la kit. Fait que c'était... Il y avait une proximité, hein? Moi, je me rappelle être passé sur Sainte-Catherine, puis entre les Foufounes puis Musique Plus, il y avait un terrain vague, là, où les Foufounes, excuse-moi, là, c'est les Foufounes électriques là-bas. Là. Puis il y avait des gens qui faisaient la manche, dont une jeune dame. Puis à un moment donné, j'arrête à cette jeune dame-là, puis j'ai dit, écoute, moi, j'ai 20$ dans mes poches, mais je te le donne à une condition, c'est que... Puis là, elle me regardait, elle ne comprenait pas trop. J'ai dit, garde, à une condition que tu penses à ton rêve le plus cher au moins 10 fois aujourd'hui. Elle me regarde, puis elle ne comprend pas trop, puis elle me tend la main, puis j'y donne 20$. Puis je m'en vais. Puis plusieurs années après, à un moment donné, je suis dans un lancement, je me fais taper sur l'épaule. Je me tourne, belle jeune dame, toute bien portante, chic. J'ai dit, bonjour. Elle dit, te rappelles-tu un jour? T'as donné 20$ à quelqu'un qui... Elle dit, je me suis mis à penser à mon rêve, journée-là, puis elle dit, je me suis mis à penser qu'il fallait que je sorte de la rue. Elle est sortie de la rue, elle est retournée chez ses parents, elle est retournée aux études, puis elle est devenue secrétaire administrative d'un bureau d'avocat et a réussi à merveille, famille, tout. Ça m'a gelé raide. C'est bien plus important pour moi ça que rencontrer Nikki Sixx de Motley Crue, qui par ailleurs était très agréable à interviewer. Il reste plus rien qu'à attendre maintenant. On commence en avril, hein? Je viens vers toi, dès le 11 avril, sur Nouveau. Présenté par Most. Oui, je pense que vous vous rendiez peut-être pas compte de l'impact que vous aviez quand vous étiez dedans. Non, c'est ça. Peut-être pas, hein? Non, pas. C'était la télé qui accompagnait le monde. Oui, mais... c'est que les gens t'accueillent. « Hey, t'en souviens-tu? Te souviens-tu de moi, telle affaire? » Puis là, moi, je suis pas le genre de « Ben oui, je m'en souviens, c'est pas vrai. » Tu dis, non, attends un peu. Mets-moi en contexte. T'étais où? Ben, t'es venu à Bay James, puis tu me dis « T'es l'homme le plus puissant du Québec. » Il dit « Oui, je me souviens. » Il dit « À cause de toi, je me suis fait niaiser pendant 10 ans. Tout le monde m'appelait l'homme le plus puissant du Québec. » Mais c'est lui qui avait le piton de l'Hydro-Québec, pesait dessus, puis il arrêtait le Québec au complet. Fait que il n'y avait pas de hiérarchie à Musique Plus. Okay? C'est ce qui nous faisait ne pas comprendre à quel point. Je vais te donner un exemple.
je suis venu à l'émission de Sonia plusieurs années plus tard, après Musique Plus. Et il y a un jeune homme qui était en train de m'installer mon micro de son. Puis je me tourne, j'ai dit « Salut ». Et il dit « Salut ». J'ai dit « C'est quoi ton nom ?» Il me dit son nom. J'ai dit « Ça va, toi ?» Il dit « Oui. » Puis là, il part, puis il revient. Il pleurait comme un enfant. Mais j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe là? » Bien, il dit « T'es le premier en 400 émissions qui me demande des questions sur ma vie, sur moi. » Mais j'ai dit, voyons donc, t'es en train de m'installer le micro. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, dans les télés traditionnelles, il y a toujours comme la recherchiste, puis là, l'animateur, tu sais. Puis nous, c'était pas ça. Je veux dire, regarde, on était amis avec l'ingénieur de son, avec le directeur, tu sais, je veux dire, c'était de l'amitié pure. Oui, c'est une famille. Tu pensais quelque chose. Ben oui, puis après ça... La première fois que tu sors de Musique Plus, puis que tu prends un trépied de caméra pour le transporter, mais que les gens te regardent puis sont comme, ben non, c'est parce que tu fais pas ça, tu transportes pas. Mais là, c'est parce que moi, je viens d'un monde où à Musique Plus, quand ton micro se débranche, tu le rebranches. C'est tout. Tu mets ton micro toi-même, tu l'enlèves. Ouais. Écoute, à un moment donné, moi, j'avais des caméras automatisées, des caméras robots que tu as connues, Denis, aussi. C'était moi qui partais la caméra pour me filmer moi-même. C'était comme un monde à part de la vraie vie, mais ça faisait qu'il y avait un apport créatif tellement important. Moi, je me rappelle, c'est les caméramans qui étaient des créatifs qui nous aidaient à nous dépasser. Puis je me demande si... dans les aventures du Grand Talbot qui m'ont tellement marquée en tant que spectatrice. Tu sais, je sais que toi, tu es arrivé avec tes idées, puis tes stunts, puis tes affaires pas de bon sens. Comment ça marchait? Est-ce que les caméramans puis les gars de son ont participé? Notre caméraman puis mon monteur, c'était l'équivalent des Beatles. Tu sais, dans le sens où tout le monde participait à l'effort collectif. Wow. Puis quand mon caméraman me disait, OK, son collègue, tasse, c'est le fameux, là. Oui. Bouge pas. OK, là, je regardais même pas à l'arrière. J'étais cadré. Confiance. Là, je faisais mes affaires. Là, je voyais la shot après à la télé. Waouh, c'est bien beau en arrière. Regarde, il y a un arc-en-ciel. Il ne m'a pas dit qu'il y avait un arc-en-ciel. Tu sais, il bouge pas. Il faisait l'image. Puis Jean-Marc, il nous a suivis partout. Ben, à un moment donné, on est dans des hélicoptères, puis ça tourne, cette affaire-là. Il était attaché, puis subtilement, il mettait son pied dans l'image. Juste pour montrer aux gens, hey, regarde, moi, je suis là. Oubliez-moi pas. C'est ça. Mais, tu sais, même chose avec mes monteurs. Écoute, j'ai eu Mélanie, j'ai eu Bob également qui était là. Ah ben, ces gens-là, c'est des génies de la création. On n'avait pas de moyens. Puis et on réussissait à produire des shows superbes. Tu sais. Hey, faire une descente de rivière en rafting, là, commencer à 9h le matin et finir quand il fait noir parce qu'il faut faire des différents angles. Ben moi, je suis dans le maudit canot là, pendant ce temps-là. Me fait splasher, on change d'angle, va te placer là, va te placer là. Fait que ça en fait des descentes. Il n'y avait pas de place pour l'ego, là. Non. Puis quand tu fais l'entrevue, tu sors tes cheveux de même, puis... tu sais, c'est ça. Faire un tour de 18, tout le monde pense que, hey, wow, c'était mon premier show. Le F-18? C'est mon premier show des aventures. Non. Je te jure. Wow. Là, t'appelles partout. Salut, j'ai un show, mais je n'ai pas encore parce qu'on ne l'a jamais fait. Mais ça s'appelle Les Aventures du Grand Talbot. Tu veux-tu me commanditer? Non. Fait que là, qui pourrait bien m'aider? Fait que moi, qu'est-ce que tu veux faire? On a fait une liste de trucs que je voulais faire. Je vais faire un tour de jet, de F-18, je vais faire ça. Je vais appeler l'armée. Fait que, appelle l'armée, tu te fais barouetter un peu, là, tu arrives devant un numéro, tu le composes, allô, bonjour, c'est Major Duchesneau, des affaires internes, puis du public, l'affaire publique. Bonjour, mon nom est Denis Talbot, je veux faire un tour de F-18, je suis dans les médias. Ah, OK, qu'est-ce que tu fais comme show? Je ne sais pas encore, je fais un show d'aventure où j'essaie des affaires, puis on a pensé à vous autres. OK, je te rappelle. Alors, je viens de me faire encore une fois refuser, tu sais, don't call us, we'll call you. 20 minutes après, bonjour, c'est Major Duchesneau. Quand est-ce que vous seriez disponible? Votre date sera la mienne. Wow. J'ai pas de caméra. j'ai pas d'équipement. J'ai même pas qui va être mon caméraman. Je pars à courir, je dois voir Pierre Marchand. Pierre, j'ai une chance de faire des F-18. Ça va être le premier show, tu le quittes. Là, il était tanné, lui. J'ai toujours des projets. Il dit, OK, fallait ton show. Fallait. Fait que finalement, je l'ai fait. Tu le vois, Dis? T'en as tellement fait, Denis. Ouais, t'en as fait, Denis. Moi, celle qui m'a le plus marqué, puis je pense que c'est bien du monde, c'est ça, c'est quand t'as descendu pour les 10 ans, t'as fait de la descente sur le building, puis t'es rentré dans le vide, que t'as cassé, puis
Seigneur, ça m'a marqué l'ado que j'étais. C'était le fun de faire ça, mais j'avais de véritables cascadeurs qui étaient sur le bord de la vitre. Parce que tout le temps, les gens ils disent ouais, c'est une vitre en sucre. Non, non, non. C'était une véritable grosse vitre épaisse, mais il y avait 4 petits canons qui étaient placés de façon stratégique dans les coins. Alors, quand mes pieds arrivaient, il y a une personne qui était là. Quand mes pieds arrivaient, il pèse sur le bouton, la vitre devenait en selle, puis moi, je passais à travers. Sinon, ça a fait boink. Mais qu'est-ce qui se passait? Parce que moi, là, je veux dire, ma vie, c'est ça, là, mon travail, c'est de travailler en TV. Il n'y a jamais personne qui laisserait un animateur péter une vitre. Il y a une question d'assurance. Il y a une question. Il n'y avait pas d'assurance. Mais c'est pourquoi ça passait? Je sais pas. Cette folie-là qui était nouvelle, puis que j'avais. Peut-être que je suis bon pour convaincre aussi les Pierre. Puis on a une drôle de relation, lui et moi. Tu sais, c'était pas toujours. C'est sweet and sour. Genre, Vous gueuliez après, mais il finissait par flancher, puis il te laissait. Après ça, il me voir, T'avais raison, il était content. Ah ouais. C'est-tu comme ça que ça s'est passé pour Monsieur Net aussi? Ah, Monsieur Net, écoute, j'avais même pas d'ordinateur à l'époque. Fait que la nouvelle programmation s'en venait. Pierre, je vais faire un show sur l'Internet. Je vais faire un show sur Internet, ça va être la fun. Les jeux vidéo, c'est la grosse mode. En quelle année on est, là? Ah, écoute, ça fait 17, 18 ans, 20 ans. Je sais pas, les dates, je suis pas bon là-dedans. Mais on est à une époque où ça même commence pas tout le monde a un ordinateur à la maison. Puis moi, je veux avoir les gros moniteurs, tu sais, parce que c'est beau à TV. Puis sauf que ça pèse 1000 livres, ces affaires-là. Puis c'est un tube cathodique. J'en avais 4 comme ça. J'appelle quelqu'un chez CIPC, qui est encore mon commanditaire aujourd'hui. J'appelle, je dis, Jacques, on se connaît pas, mais je fais un show. Je voudrais que tu sois mon commanditaire. C'est un show sur Internet. Oui! Il a dit tout de suite. Fait que pendant 25 ans plus tard, il est encore là. Puis, écoute, ça n'existait pas. Non. Il n'y avait pas d'émission qui parlait d'informatique, de jeux vidéo, d'Internet. C'était très précurseur à l'époque. Mais imagine-toi quand le grand Talbot, il va te voir, il dit Pierre, on va mettre une caméra dans le studio que les gens vont contrôler de la maison. Pourquoi tu veux faire ça? Ça s'appelle de l'immersion. Les gens vont être dedans. Fait qu'il pouvait contrôler les caméras. Puis le gars qui m'a patenté cette affaire-là, c'est lui qui a mis toutes les caméras sur le réseau routier au Québec. C'est devenu sa business. C'est lui qui a pensé au logiciel. Wow. Fait que c'est fou. C'était vraiment une époque où il y avait une espèce d'effervescence de... Écoute, il fallait juste être bon pour convaincre les gens, mais il fallait livrer après. Oui, il fallait livrer. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression que M. Net a été témoin de tous ces changements-là, parce que 2400 émissions... 2407. 2407 wow. émissions en direct. C'était en fin de journée. Mm-hmm. Puis le public, tu as eu une crowd fidèle qui t'a suivi. Ils sont encore là, c'est ça. Ils sont encore là, puisque tu continues Radio Talbot. Ouais. Cette émission-là, évidemment, n'aurait pas pu exister à une autre époque. C'est fou. C'est fou. À la dernière émission que j'ai jamais réécoutée, regardée, parce que c'est trop dur, c'est comme si je perdais un enfant. On était dans le pic de notre création. Ça allait bien. La dynamique entre les chroniqueurs, moi, puis tout le monde, les équipes techniques, j'avais même plus besoin de parler. Ça roulait, c'était le fun. Puis on apprend que ça va finir. Puis Luc Doyon... qui était le patron à cette époque-là. Il m'avait dit, j'ai pas le choix, j'ai essayé... ils veulent rien savoir, ils vont fermer ça. Bon, OK. Ma façon de travailler était de travailler en silo parce que j'étais tanné d'expliquer ce que je faisais à tous les soirs des gens qui s'intéressaient pas à ce que je faisais. Ah, mais ça m'intéresse. Excuse-moi. Puis, tu travaillais en silo, mais à l'intérieur de Musique Plus. Puis ça, j'ai été témoin de ça. Tu avais ta gang avec ton espace de bureau. Puis c'était pas n'importe qui rentrait pour travailler sur Monsieur Net. Alors que toutes les autres émissions, c'était un peu perméable. Tu travaillais sur Palmarès, tu faisais le décompte, tu faisais avec Rage l'univers. Mais toi, c'était ta volonté de créer ton univers? Oui, parce que ce qui arrivait, c'est que souvent, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Puis me faire dire, tu devrais faire un show sur la nouvelle console de Nintendo. C'est OK, là, je l'écoute. Je dis, oui, c'est parce qu'elle a été lancée ici devant le public il y a 2 semaines. C'est là que tu te rends compte que tu ne fais pas de la télé nécessairement pour ces gens-là, mais pour les gens qui regardent. C'est ça. Fait que là, j'ai compris ça. Puis d'avoir de me faire dire à un moment donné, on va faire un concours avec des cartes postales. J'ai dit, attends un petit peu. Ah ouais, ça marchait. Quand on était à CFTM, on faisait ça. Oui, mais non. Ça fait longtemps. Non, on ferait pas ça. On ferait pas ça. Fait que là, à un moment donné, je me suis comme blindé. Et puis le show, moi, le doyon, il m'avait dit,
Moi, j'écoute ça, je comprends pas tout, mais les chiffres sont là, lâche pas. Quand ça ne marchera pas, moi, te le dire. On faisait des meetings à tous les jours, Luc et moi, en passant à son bureau. Salut, Luc, ça va? Bon show hier. Oui, c'est vrai qu'il était de même. Alors qu'à un moment donné, lui, il a de la misère. Il ne sait pas comment closer. Aide-le un peu. Tu sais, c'était ça. C'était des petits meetings courts, mais quotidiens. Mais ça, t'as aimé ça? Ben oui. Avoir ce suivi-là. Ben oui. Ben oui. Mais ce que je retiens aussi de ça, puis Monsieur Net, puis je pense, mettons, à Perfecto, aux émissions de Virginie Coussa, puis à Box Office, c'est qu'il y avait quelque chose à Musique Plus qui était... Bon, il y avait le mandat musical, évidemment, là, tu sais, puis Paul, pour moi, t'as été comme un pur, entre guillemets. On dirait qu'il y a des animateurs qui étaient 100% musique, puis d'autres qui faisaient toutes sortes d'affaires. Mais il y a eu ce mandat culturel qui s'est élargi. À un moment donné, je pense que c'était le CRTC qui avait comme un peu changé la licence. Pourquoi Musique Plus n'est pas, selon toi, resté une télé culturelle quand les YouTube est arrivé? C'est une question très, très complexe à plusieurs volets, mais je pense qu'il y a une question d'audimat. Puis ils ont été soumis au fait d'avoir de l'audimat. Et on était dans le début de la télé-réalité et tout ça. Donc, c'était un peu de créer de l'écoute, peu importe. Et vu que, puis Denis en sait quelque chose sur les plateformes Internet, l'arrivage de YouTube et tout ça, que Musique Plus était voué à l'extinction. Mais en attendant, on allait chercher des gens avec des émissions complètement idiotes. Mais Paul, on s'en est parlé un peu, puis j'ai l'impression que tu as continué de regarder Musique Plus. Tu es parti en 94. Oui. Tu as continué d'être public après de Musique Plus? J'ai pas écouté Musique Plus après. Non? Très, très, très peu. D'abord et avant tout, premièrement, pour la blessure que j'avais au cœur, fallait que je parte de là. Mais j'avais une blessure, donc je n'étais pas capable d'écouter Musique Plus. Puis par la suite, quand j'ai un peu regardé, ça m'intéressait moins. J'étais ailleurs, je faisais d'autres choses. J'étais plus dans le doublage, dans les voix, tout ça. 4 couples amoureux doivent prouver que leur relation est la plus solide en 4 jours seulement. Qu'est-ce que t'aimes le plus, d'après toi? Nous. Un test d'ADN viendra également dévoiler leur compatibilité et peut-être brouiller les cartes. Combien tu m'aimes? Lundi au jeudi, 19h30 sur Nouveau. Mais veux pas, il y a un clivage qui se fait automatiquement lorsqu'on vieillit. Moi, je le vis en ce moment. C'est sûr que ta face, fait 40 ans que le monde la voit à la TV, ils sont peut-être tannés, ils veulent voir d'autres mondes. Puis pour ce qui est de la nostalgie, on se fait poser, moi, en tout cas, moi, je me fais poser la question souvent. Moi, je regarde en avant. On regarde ce qui s'en vient, non pas ce qu'on a passé. Sinon, tu fais quoi? Tu vis dans une espèce de rêve, puis tu manques des occasions? Non. Mais je suis d'accord avec toi, mais... J'ai goût de challenger puis de dire, mais y a-t-il des affaires dans la vie dont on ne revient pas, comme avoir travaillé à Musique Plus? Ben, c'est sûr que ça va me suivre pour le restant de mes jours. Tout le monde m'en parle, mais moi, c'est drôle parce qu'on va me parler de la période des aventures du Grand Talbot, pour ceux qui m'ont suivi là. Par la suite, ça va tomber dans Monsieur Net. Et là, il y a toute une gang qui me suit sur Twitch, qui est un réseau de diffusion également, qui ne savent pas du tout ce qu'est Musique Plus. Qui serait surpris de te voir faire tes chiffres de VJ. C'est ça, mais tu vois, c'est bizarre. Mais oui, ça va rester collé sur moi, puis je regrette rien de cette aventure-là. Mais là, si tu restes accroché au passé, qu'est-ce que tu fais? Tu n'évolues pas. T'as raison. T'as raison. Tu sais, moi, j'ai jamais regretté après ça. Je veux dire, j'ai trouvé ça dur, me défaire de Musique Plus, parce que c'était ma famille. On pense à 1 million de personnes qu'on a côtoyées puis qu'on aimait d'amour, de fraternité. Moi, j'en suis pas revenu d'avoir travaillé à Musique Plus. J'en suis pas revenu au sens où qu'est-ce qui m'arrive? Waouh, je suis en train d'interviewer, je suis en train d'interviewer les Rita Mitsuko. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est fou complètement. Cela dit, une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà, puis c'est un peu comme la mort. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un n'est plus là. Il n'est plus là. Regarde le très, très, très grand Guy Lafleur. OK? Y a-t-il un personnage plus grand que nature que le Québec a porté, à part peut-être René Lévesque puis des gens de cette envergure-là? Maintenant, René Lévesque, on s'en rappelle, il y a un boulevard à son nom, il a fait des choses formidables, mais il n'est plus là. Il n'est plus là, c'est fini. Et si Beethoven n'est plus là, puis qu'on n'en parle plus, oui, on écoute sa musique, si Beethoven n'occupe pas nos conversations à tous les jours, qui bien pourrait les occuper? C'est drôle parce que j'ai l'impression que
le discours que tu tiens là, il s'applique autant à vos époques de Musique Plus, à vos périodes Musique Plus de vos vies, qu'à la vie de la chaîne en elle-même. Oui. Puis c'est drôle, vous êtes les premiers qui me dites des affaires de même. Parce que tout le monde me dit « J'aimerais donc ça, que ça revive, j'y retournerais, Mais c'est donc bien dommage. » On pourrait pas revivre ça aujourd'hui. T'as raison. Les gens, écoute, on n'a plus le droit. Moi, j'avais. T'as plus le droit de rien dire, de rien faire, pratiquement. Il y a des trucs qu'on faisait à l'époque. Moi, j'ai fait, l'espèce de, comment ça s'appelle, de panache là, des Indiens. J'avais ça dans mon ouverture. Oui. Il y a quelqu'un qui a sorti ça, qui a mis ça sur le web. Appropriation culturelle. Tout de suite. Donc, on était un peu, rebelle dans ce qu'on faisait. C'était nouveau, c'était jeune et frais, mais il y a bien des trucs qui ne repasseraient pas. Mais nous laisser autant de liberté qu'on avait, est-ce que quelqu'un prendrait ce pari-là aujourd'hui de dire non, aujourd'hui, on va faire 13 émissions, si ça ne pogne pas dans 13, next. Ouais. C'est ça. Mais dans ce temps-là, c'est pas ça. Monsieur Net, là, après 13 émissions, c'était de la boîte. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. C'était pourri. On a essayé de toutes sortes d'affaires. Mais on avait ce canal-là qui nous permettait de le faire. Puis des boss avec une certaine ouverture d'esprit qui, des fois, fallait un peu forcer. Mais qui finissait par te dire oui, puis te laisser expérimenter. Exactement. Ouais. Mais aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Ouais. Il y a quelque chose qui a dramatiquement changé à partir de 96. Qu'on aime ou pas, qu'on veuille ou pas, que ça nous répugne ou pas, l'ère d'Internet a tout changé parce que, éventuellement, le niveau, le volume d'informations qu'on reçoit... Tu sais, je vais te donner un exemple. Quand j'avais 16 ans, je découvrais un album, j'allais acheter l'album, je le découvrais, je le sentais, je regardais le disque, je le mettais. C'est une époque révolue pour laquelle je serais un peu passéiste de m'attacher à ça. Tu sais, maintenant, t'écoutes une tonne, tu furtes, t'écoutes, tu joues un jeu. Le volume d'informations est tellement grand qu'un truc comme Musique Plus serait un éléphant en train de dormir au niveau du nombre d'informations que ça transmettait. Même si, quand c'est arrivé, Musique Plus transmettait de l'information plus vite que l'éclair par rapport aux autres chaînes. Nos attentes de vitesse ont comme changé. Écoute, aujourd'hui, tu veux écouter une toune, tu pèses les pitons et tu l'écoutes. Ouais. Mon fils, je le regarde aller avec ses chums. Ils vont venir à la maison, ils vont chacun écouter des YouTube différents en écoutant leur toune, puis ils discutent en même temps. Tu te dis, comment vous faites, les gars? Comment vous faites? Mais c'est ça va vite, ça fly. Puis moi, je le vis aussi quotidiennement, tu sais, l'information, ça roule, puis on parle. Écoute, là, je suis en train d'écouter le hockey pendant que je te regarde. C'est plus la même époque, évidemment. Là, aujourd'hui, on parle de Musique Plus, puis tout ça, puis il y a un petit côté nostalgique, mais si, mettons, là, je vous donnais la chance de remettre vos souliers de VJ pour une journée seulement. Puis Paul, je te dis, tu peux aller rencontrer un artiste, un groupe, une chanteuse, tu vas rencontrer qui? Lady Gaga, d'entrée de jeu. La plus brillantissime de toutes. C'est une personne qui est extrêmement brillante, sensible, ouverte. Elle est très, très attentionnée à l'égard de plusieurs communautés. Elle a un talent musical fascinant. Une voix. C'est une chanteuse à tout rompre. C'est, pour moi, la plus grande artiste de notre monde. Je suis on ne peut plus d'accord. Je peux-tu y aller avec toi? Je vais être ta régisseur, ta stagiaire. On va l'interviewer ensemble. Oh mon Dieu! Je t'en prie. Denis, si tu as la chance de remettre tes souliers de VJ pour une journée, tu vas interviewer qui? J'irais me revoir à cette époque-là, moi. Tu irais t'interviewer? Ouais. C'est le fun, ça. J'irais me revoir puis juste me faire réaliser que ce que je vis là, c'est quelque chose que je ne revivrai plus jamais. Je dis que je suis pas nostalgique, mais ce pan de ma vie-là, ma vie d'adulte, je l'ai passée à la TV. C'est vrai. À Musique Plus. Puis j'irais jaser à ce gars-là. À ses débuts, quand il commençait. Qu'est-ce qu'il te dirait? Il dirait probablement que... Moi, j'y dirais, en tant que vieux singe, j'y dirais, profite de ça en ce moment. Parce que quand le train va arrêter, ça va arrêter sec. C'est parce que moi, je pensais, j'étais à 50 ans, perdre sa job, ça fait drôle. Ouais. En 2014, quand tu pars, ça fait mal. Ça fait mal. Puis là, Luc Doyon dit, tu vas te replacer tout de suite, pas de danger. Là. Non, j'avais le stigma, je sais pas comment le prononcer. J'avais T'étais tagué Musique Plus. Exactement. En bon français, c'est ça. J'étais tagué Musique Plus, puis c'est ça. Fait que j'ai fait quelques émissions, mais arrivé dans des énormes structures, lourdes, pesantes,
où on m'avait engagé à faire quelque chose, après ça, me faire dire « Hey, t'es juste un chroniqueur », ça fait comme... Moi, je disais pas ça. Mes chroniqueurs, t'es juste un chroniqueur, tu sais. En tout cas, ça fait mal. Mais je dirais de se préparer pour ça. Ce que le vieux a fait aussi un peu. Quand j'ai vu les changements de main, j'ai vu que ça s'en venait, tu sais. Mais je l'avertirais il y a certains pièges dans lesquels il ne faut pas que tu tombes, comme par exemple, développer des amitiés très, très, tu sais, que tu penses très profondes avec les gens de la business. Ces amitiés-là vont durer tant que tu vas avoir un job. Ouais. T'as perdu des amis quand t'es parti de Musique Plus? Oui. Fait que ça, je dirais de faire attention à ça, mais de rester quand même courtois et sympathique. Mais ce petit gars-là, là, qui était VJ à Musique Plus, il réalisait pas qu'il faisait partie d'une petite révolution de la télé. Là. Pas en tout. Il voyait pas ça aller. Mais le petit gars, il avait dit que l'Internet, c'était pour pogner, tu sais, puis il avait offert de faire ses émissions sur le net avant même que ça soit la mode. Je veux faire ça sur Internet. Il n'y a pas d'argent à faire sur Internet. Aujourd'hui, je gagne ma vie avec ça. Ouais. Puis le jeune vingtenaire là, qui venait d'Arvida, qui était venu à Montréal 2-3 fois, qui se faisait envoyer à Chicago, et réalisais-tu qu'il faisait partie d'une révolution télé au Québec? Bien, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose de très, très particulier dans lequel on se trouvait. Il y avait 6-7 jobs comme la nôtre au Québec. Il n'y avait pas d'autres personnes qui faisaient ça. Mais je pense pas qu'on aurait pu réaliser à quel point c'était un mouvement important. Tu sais, Moses Znaimer, qui a été le cerveau derrière tout ça, avait tout vu. Lui, à un moment donné, avant que la télé par câble arrive, il avait découvert les places du câble, il avait acheté des numéros sur le câble, puis il savait que ça s'en venait. Il savait tout ce qui s'en venait. C'était un visionnaire très, très fort. T'sais. Tellement, puis je vais faire une brève anecdote. En 96, qu'il y a eu un deuxième vote de référendum sur 95, 31 octobre 95. J'étais engagé à C'est quoi 30 octobre, à l'époque. Il est venu, il m'a rencontré, je travaillais plus à Musique Plus, il m'a dit « Hey, comment ça va, Paul? Ça va bien? » J'ai dit « Oui. » Il dit « Je voudrais juste te dire, ça c'était 6 heures avant le vote, OK? Ça va être 49-51. » Voyons donc. Bye, Paul. 6 heures plus tard, 49-51. Tout ça pour dire que on était là-dedans, ça brassait vite. Ouais. On avait beaucoup de mouvements dans notre vie. C'était fou, c'était foudroyant. Mais on n'aurait pas pu savoir à quel point Musique Plus était la racine de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire bang, rapidité. Puis... C'est ça. On était dans une comète, mais on était dessus. Quand tu es dessus, tu le sens pas. Quand les gens te regardent passer, ils disent « OK, c'est une comète, cette affaire-là. Ça va vite. Mais puis aujourd'hui, Mais moi, je me trouvais très, très, très chanceux de faire ce travail-là, tu sais. On voulait donc être VJ, hein? J'ai invité plein de gars de radio, des animateurs de radio. Je les ai invités sur le pif de mon propre chef à venir passer 1 heure avec moi. Puis après ça, ils retournaient dans leur région. Puis tout le monde est « Hey, t'as été à Musique Plus! » Puis tu sais. Alors, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais non, c'est une chance extrême là, d'avoir été là. 7 ans, pour moi, ça a passé comme ça. Là. 7 ans. Puis toi, t'en as fait partie aussi? Bien sûr. Moi, j'en ai fait partie plus tard, 2009-2012, mais quand le jour que tu rentres à Musique Plus, c'est comme, il y a un avant puis un après, je pense. Ouais. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand je suis arrivée à Musique Plus. C'était le plus beau jour de ma vie. Moi, c'est quand je suis parti. C'est comme si tu m'avais donné... tu m'avais enlevé un enfant, tu sais. C'était quoi ton état d'esprit quand t'es sorti, là, Denis, la dernière fois que t'es sorti? Je suis sorti tard parce que j'avais dit à tous les gens qui étaient là que j'étais pour prendre des photos. C'était notre party de Noël après. J'étais arrivé à 2h moins quart. Tout le monde était un peu sur le choc aussi, que ça venait de finir. Tu le crois pas. C'est quand le lundi arrive, tu prends ta petite mallette, tu te dis « Ah, ben, je m'en vais pas nulle part. » Ouais, c'est ça, c'est là que ça frappe. Aïe. Mais aujourd'hui, vous êtes encore... dans les médias, de toutes sortes de façons, on entend votre voix, Monsieur Sarrazin. On te voit, Denis, partout, Radio Talbot, puis ailleurs aussi.
Puis même si vous n'êtes pas nostalgique, je sais pas, ça me touche de vous avoir eu tous les deux comme ça, puis que vous ayez eu la générosité de me parler de votre expérience Musique Plus, parce que veux pas, vous allez toujours être deux icônes de Musique Plus pour écoute, toujours. Merci. J'ai la misère à porter ce titre-là. C'est comme si on était en visite chez notre petite sœur. C'est vrai, hein? Vous en avez vécu des affaires à Musique Plus, des hauts, des bas, des émotions de toutes sortes. Denis, si tu avais à claquer des doigts et à revivre un moment marquant de ton époque Musique Plus, qui est quand même 26 ans et 9 mois, ce serait quoi le moment? Le 10e anniversaire a été pour moi un moment bien le fun où je me pratique dans la journée. Puis il y a Bruno Pelletier qui vient me dire bonjour. Il est sur le toit. Fait que je jase avec lui. Pendant que je jase avec, je lui mets le baudrier cuissard. Et puis lui, il s'en va faire une entrevue. Il dit, j'aurai jamais le temps de descendre. Je dis, oh, t'as le temps. Ah ouais, vas-y. Fait que là, il est descendu. Tu l'as descendu parce que c'était le jour de ta fameuse descente. Oui, là. il a descendu. J'ai donné un petit cours sur le bord de la corniche. Il est parti du 7e étage, puis il a descendu en rappel. Ça, c'était super, un beau moment. C'était vraiment cool avec lui. Mais t'aurais pu tuer Bruno Pelletier. Ça a été bon pour les codes d'écoute. Non, mais blague à part, ça a été un beau moment parce que de voir... C'est là que je me suis rendu compte de l'impact de Musique Plus en voyant... Il y avait 10 000 personnes dans le parc. Combien il y en avait? Tu sais, c'était plein de monde en arrière, partout du monde, c'est toi. Wow. Il y avait ça, puis les Backstreet Boys. C'était dans les mêmes années? Dans les mêmes années. C'était quand on est débarqué de l'autobus, puis de pas s'entendre parler parce qu'il y avait tant de monde, des filles, des garçons qui criaient. Tu sais, j'avais l'impression d'être au Grand Prix, là, quand les voitures passent très, très près, on s'entend pas parler, mais là, c'était la même chose. Puis de sentir cette espèce de folie, là, de foule, c'était fantastique. J'aimerais ça revivre ça. Est-ce qu'on va revivre ça un jour? Je ne sais pas. Moi, je l'ai vécu. Been there. J'aimais ça. Paul, si tu avais à claquer des doigts puis à revivre un moment, ce serait quoi? J'aurais aimé me voir vivre ce moment-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai été invité à présenter la première partie de New Kids on the Block au Stade olympique. Et il y avait un concours qui avait été organisé dans une antichambre dans laquelle il y avait 3000 personnes. Et là, ils m'ont fait rentrer là-dedans, mais tu sais, moi, j'étais avec un gars, là, puis on rentrait, puis on s'est ramassé au milieu de la pièce, puis là, il y a quelqu'un qui m'a vu, puis là, ça a fait un enchaînement, puis là, les 3000 se sont refermés sur moi, puis j'ai passé proche d'y passer. Puis il y a 20 policiers qui ont foncé au milieu du cercle, puis qui m'ont sorti, puis qui m'ont amené à l'extérieur de la salle. Mais cette fois-là, j'ai réalisé plusieurs choses. D'abord, à quel point on est vulnérable, mais aussi à quel point Musique Plus avait un impact très fort. Puis, tu sais, Brian May m'avait dit, The Queen m'avait dit, la pire erreur qu'une personne qui a du talent peut faire, c'est s'en réclamer. Alors, il ne fallait pas se prendre pour qui que ce soit dans tout ça. Il fallait juste savoir pourquoi ça se passait à ce moment-là. Parce qu'on était devant la caméra, puis qu'on était attaché à de la musique, puis quelque chose de très, très enivrant. Mais c'était pas nous, personnellement, plus qu'une autre personne. Tu sais. C'est ta modestie qui revient peut-être encore. Ben, j'y pense, mais je le crois sérieusement. Oui, je comprends. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de vous être replongé dans cette grosse portion de votre vie, Paul Sarrazin et Denis Talbot. Merci à toi. Merci beaucoup, Tatiana. Merci.